bien non, on fera tout ce qu'on peut pour que ça ne vous barbe pas. Merci de nous rejoindre pour la suite de notre saga sur les procédures réglementaires. D'abord, une première mise au point suite à de nombreuses questions de nos fidèles auditeurs. Bon alors Séverine, tu nous as laissé en plan lors du premier épisode. Tu nous as dit que les projets sous maîtrise d'ouvrage d'un montant supérieur à 10 millions d'euros étaient potentiellement soumis à évaluation environnementale. Oui, alors le type de projet visé ici, c'est par exemple des constructions d'autoroutes, le canal Seine-Nord ou une voie TGV. Ce n'est quand même pas notre quotidien, même si des projets comme la ligne au sud rentrent dans cette catégorie. Tu le sais, hein, Laurent, vu que c'est ton projet. Bon, j'imagine que la procédure est assez lourde. Effectivement, outre la concertation obligatoire au titre du Code de l'environnement, de multiples étapes jalonnent le projet, toutes visant à la bonne information du public, principalement sur les thèmes environnementaux. On peut citer, sans développer, les conditions spéciales de la concertation par des instances comme la Commission nationale de débat public ou alors encore la déclaration d'intention ou le droit d'initiative. Sachez donc que cela existe, mais il ne nous paraît pas utile dans ce petit topo de s'y attarder. Bien, ce point essentiel étant traité, nous pouvons donc commencer notre épisode 2. Donc bienvenue pour ce deuxième épisode sur les procédures réglementaires. Pour se remettre les idées en place, je vous propose de faire un petit résumé avec Delphine. Tu peux nous faire un résumé des épisodes précédents ? Écoutez, merci pour vos applaudissements. C'est vrai que dans le premier épisode, nous avons vu les différents cas qui amenaient à la mise en œuvre de l'évaluation environnementale. Nous avons également compris que celle-ci consistait à intégrer les enjeux environnementaux d'un projet dès sa conception, mais aussi tout au long du processus décisionnel qui l'accompagne. Son objectif principal est ainsi d'améliorer la qualité des projets en anticipant leurs conséquences sur l'environnement, de faciliter l'information et la participation du public et d'éclairer la décision publique. C'est une démarche continue et itérative, réalisée sous la responsabilité du maître d'ouvrage ou du porteur de projet. Nous avons également vu que pour savoir si on y était soumis, il faut souvent passer par la procédure dite de cas par cas. Enfin, nous avons abordé la vaste question de la concertation. Donc dans ce chapitre, on va aborder le contenu réglementaire de l'évaluation environnementale, le contenu de l'étude d'impact, les mesures ERC dont on a déjà parlé, le processus d'instruction de l'étude d'impact et la notion de périmètre de l'étude. Alors j'ai mis sur le côté ici les points d'entrée temporels des différentes parties et en dessous de la vidéo, dans la partie description YouTube, un lien direct sur chacun des chapitres si vous voulez aller directement à ce qui vous intéresse. C'est parti! Bien Séverine, peux-tu nous rappeler le cadrage réglementaire de l'évaluation environnementale? Oui, alors, au grand 3 de l'article L 122-1 du Code de l'environnement, il est précisé que l'évaluation environnementale est un processus qui est constitué d'une étude d'impact réalisée par le maître d'ouvrage, également de diverses consultations telles que celle de l'autorité environnementale, des collectivités publiques et du public, et enfin de l'examen et de la décision par l'autorité environnementale. Nous allons vous détailler chacun de ces points. Donc si on commence par le début, il est nécessaire de réaliser l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est une pièce maîtresse de l'évaluation environnementale. Oui, on peut le dire comme ça, Laurent. On a déjà vu que le principe général de l'évaluation environnementale d'un projet, si on y est soumis, bien évidemment, était de décrire les incidences de ce dernier sur l'environnement et sur la santé. Cela passe principalement par la rédaction d'une étude d'impact. Celle-ci se base sur l'analyse de l'existant, elle présente les caractéristiques principales du projet et elle traite des grandes problématiques environnementales. L'étude d'impact, elle désigne à la fois une démarche et un dossier réglementaire. La première est une réflexion approfondie sur l'impact d'un projet sur l'environnement, conduite par le maître d'ouvrage, au même titre qu'il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. Le second, c'est-à-dire le dossier réglementaire, c'est le document qui expose, notamment à l'intention de l'autorité qui délivre l'autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d'ouvrage a pris en compte l'environnement
tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il s'engage pour en atténuer les impacts. Bien alors Damien, que doit contenir donc l'étude d'impact? Alors le contenu et la présentation d'une étude d'impact, ils sont tout simplement décrits dans le Code de l'environnement à l'article R122.5. Mais l'idée, bien sûr, première, quand on crée une étude d'impact, c'est toujours de partir de l'état existant, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Donc on va partir du milieu physique, des sols, du relief, du milieu naturel, de la faune, de la flore, du milieu humain, de l'urbanisme, du trafic et du développement économique, etc. etc. Donc il y a un grand nombre d'études préalables alors avant de démarrer. Tout à fait. Comme je disais, qu'en fait, on va d'abord commencer par caractériser l'existant. Donc il faut faire, par exemple, un inventaire précis de la faune, de la flore, du bruit, du trafic, des différentes pollutions, etc. Et le plus souvent, ces caractérisations vont se faire sur des périodes de temps assez longues. Par exemple, pour l'étude faune-flore, on va la faire sur 1 an, de manière à couvrir la totalité d'un cycle annuel sur les 4 saisons. Donc c'est important, le temps est aussi important. Et donc du coup, en fonction des espèces de la faune, de la flore, comment on peut savoir quand est-ce qu'il faut intervenir? Pour des missions d'expertise comme ça, par exemple le diagnostic faune-flore, lui de toute manière, il va être forcément réalisé par des experts écologues. Par contre, il faut juste savoir que selon les espèces faunistiques et floristiques, et aussi selon la typologie du projet, il existe des tableaux qui indiquent les périodes qui sont propices aux investigations ou au recensement. Et du coup, nous, on peut également s'en inspirer pour anticiper, en fait. Et donc une fois qu'on connaît bien l'existant, quelle est la suite? Alors, une fois qu'on connaît bien l'existant, qu'on a caractérisé l'existant, les impacts du projet sur chacun de ces milieux vont être ensuite projetés. Mais également, on va les projeter en phase chantier, mais également aussi en phase d'exploitation. C'est-à-dire que la projection de ces impacts du projet, on va les faire en phase conception, en phase réalisation et en phase d'exploitation. On va donc ainsi modéliser ces différents impacts, à commencer par le trafic, qui va influer sur l'évolution du bruit et de la pollution, par exemple. Pour la partie faune-flore, on va envisager l'ensemble des aspects, comme par exemple la rupture des continuités naturelles et des corridors écologiques. L'exemple le plus courant que vous avez certainement entendu parler, c'est le déplacement des batraciens aux abords des zones en eau au gré des saisons, ou alors les couloirs migratoires, par exemple pour les oiseaux. D'accord. Et on a parlé dans le premier épisode de cumul d'impact. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point très important. On y reviendra un petit peu plus tard avec la question du périmètre. Il faut juste savoir qu'en fait, l'étude d'impact doit absolument mesurer les impacts cumulés avec les autres projets connus dans un périmètre donné. On ne va pas faire une étude d'impact par projet dans le même périmètre. Du coup, forcément, ça va compliquer un petit peu encore le jeu. Et ce n'est pas toujours une tâche aisée que la recherche de tous ces projets justement connus à l'intérieur du périmètre. Donc du coup, comme l'étude d'impact couvre de nombreux domaines, ça doit prendre beaucoup de temps à déjà synthétiser, analyser, rédiger, etc. Tout à fait. Par exemple, tout à l'heure, j'avais pris comme exemple le volet faune-flore. Il est nécessaire de faire des relevés sur les 4 saisons, c'est-à-dire ce qui fait à peu près 1 an. Donc en fait, ça prend un peu de temps. Et il ne faut pas oublier non plus que, par exemple, ça demande d'avoir accès à des domaines d'expertise un peu particulières. Il faut donc le plus souvent se doter des outils marchés qui permettent de faire réaliser ces missions par un prestataire externe. Il faut donc anticiper, parce qu'on va certainement devoir passer par un marché de maîtrise d'œuvre externe, justement, pour déterminer l'étude faune-flore, par exemple. Et donc du coup, l'étude d'impact sert à quoi? Enfin, c'est quoi son objectif, son utilité alors? Alors, en résumé, en fait, on peut dire que l'étude d'impact, elle va répondre à 3 objectifs. Le premier, ça va être ce qu'on appelle, c'est aider le maître d'ouvrage à concevoir un projet qui est respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, en fait, en lui fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l'environnement. Le deuxième objectif d'une étude d'impact, ça va être d'éclairer l'autorité administrative
sur la nature et le contenu de la décision à prendre. En gros, l'étude d'impact va aider l'autorité compétente à prendre une décision et du coup à déterminer les conditions environnementales de l'autorisation du projet. Et à ce titre, elle va éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre. Elle peut du coup, le cas échéant, l'inciter à préconiser une mise en œuvre environnementale des travaux et aussi un suivi. Ça peut arriver. Et le troisième objectif d'une étude d'impact, c'est d'informer le public et de lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et de citoyen vigilant. L'étude d'impact, c'est la pièce, on considère que c'est la pièce maîtresse d'un dossier d'enquête publique. C'est le moment, on va dire, privilégié de l'information du public. Sauf s'il y a eu concertation préalable auparavant, le public a été informé du projet, sinon, généralement, il n'aura connaissance qu'au moment de l'enquête publique. Donc, c'est un moment vraiment privilégié. Bien, on parle beaucoup du principe éviter, réduire, compenser. Vanessa, tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet? Oui, comme son nom l'indique, ce principe vise sur le plan environnemental d'abord du coup à éviter toute forme d'impact. Cela implique de chercher des alternatives au projet. Par exemple, concernant un projet de voirie, on regardera si on peut changer un profil, si on peut modifier le tracé. D'ailleurs, les directives de l'État appellent à raison sur ce sujet que l'évitement est la seule façon de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Bien sûr, on ne peut pas toujours éviter, donc quand ce n'est pas possible, il faut alors chercher à réduire ses impacts en modifiant du coup le projet tel qu'il a été défini. Et enfin, et c'est seulement en dernier recours où là, on compensera les impacts, comme par exemple reconstituer une zone humide qui a été supprimée par le projet ou rétablir des habitats ou des connexions pour la faune. Par exemple, ça concerne la création des crapauds-bugs, des zones de nichoirs pour les chauves-souris. En tout cas, chaque étape de cette séquence éviter, réduire, compenser est nécessaire pour intégrer l'environnement dans le projet. Il est important de comprendre que la réalisation de l'étude d'impact révèle la responsabilité du maître d'ouvrage qui, lui, doit proposer les mesures adéquates pour éviter, réduire, voire compenser les impacts sur son projet, sur l'environnement. Et il est important de souligner que l'étude d'impact doit être établie par des experts compétents qui sont définis selon un article, selon l'article R122-5 du Code de l'environnement. Donc l'ordre dans lequel on aborde ces mesures est important. Il faut qu'on démontre dans l'étude d'impact qu'on traite bien les choses dans cet ordre-là. Tout à fait, et c'est fondamental l'ordre. Les services instructeurs sont de plus en plus attentifs à la démarche exposée dans les dossiers. C'est d'ailleurs sur ce point que la réglementation est en constante évolution, dans le sens évidemment d'un durcissement des contraintes sur le projet. D'ailleurs, la dernière réforme est assez récente puisqu'elle date du 3 août 2016, qui a durci le contenu de l'étude d'impact. Donc dans la démarche, éviter, réduire, on comprend assez facilement, mais compenser, ça se traduit par quoi? En fait, c'est une fois qu'on a évalué les impacts après l'évitement et la réduction, il faut élaborer une stratégie pour contrecarrer un peu les impacts négatifs du projet. Et ces mesures doivent être pertinentes et suffisantes. Et c'est là que la position des services instructeurs est de plus en plus exigeante. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les mesures, elles doivent être faisables et efficaces. Il faut qu'on s'assure, par exemple, de la pérennité des espaces sur lesquels on va les établir. Il ne s'agit pas d'installer une mare à grenouilles dans un espace dont on sait pertinemment que le site va évoluer. De plus, c'est là que ça se complique, c'est que les mesures doivent être au moins équivalentes, voire même apporter un gain à l'état des milieux. Et les services instructeurs peuvent, de ce point de vue, être très exigeants. Donc du coup, les mesures, elles s'inscrivent automatiquement sur un temps très long. Oui, tout à fait. Le temps est long, et puis le maître d'ouvrage, lui, il doit pouvoir garantir la pérennité des effets. Il faut donc apporter la preuve de la maîtrise foncière des sites et des contrats faits avec les exploitants du site pour assurer leur bonne gestion. Et donc, qui dit réglementation et obligation dit contrôle? Tout à fait.
La réglementation, en tout cas, prévoit que l'autorité, elle fixe dans sa réponse des indicateurs objectifs qui doivent être contrôlables. Le maître d'ouvrage doit alors mettre en place un programme de suivi de ces indicateurs et en rendre compte régulièrement aux autorités compétentes. Ah, alors, un instant, je pense que Delphine voudrait à nouveau intervenir. Et oui, tout à fait, Laurent. Et encore merci pour vos chaleureux applaudissements. C'est vrai que du coup, on peut résumer en disant que l'étude d'impact permet aux chargés d'opération d'élaborer un projet tout en évaluant en parallèle ses effets sur l'environnement, afin de les éviter dans la mesure du possible, de réduire ceux qui n'ont pu être suffisamment évités et de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Donc on va maintenant passer à la partie instruction de cette étude d'impact. Si je comprends bien, comme on l'a dit à plusieurs reprises, il faut commencer au plus tôt cette étude d'impact. Oui, Laurent. Même si au début, on ne sait pas forcément si notre projet va être soumis à évaluation environnementale, le temps de faire le cas par cas par exemple, on sait par expérience qu'on doit commencer à prendre en compte les différentes thématiques environnementales le plus en amont possible. Ces dernières seront de toute manière développées précisément dans l'étude d'impact, si on doit en faire une. Et une fois que ce dossier est constitué, alors qu'est-ce qu'il devient ? Laurent, il faut d'abord noter que l'étude d'impact, elle est vivante. Elle devra donc être mise à jour au fur et à mesure du projet dans un processus itératif, notamment pour des projets qui sont très longs à sortir. Et ça, on connaît bien chez nous. Bon, et même dans l'immédiat, là, si le dossier est prêt, là, on peut quand même l'envoyer. Alors, l'autorité environnementale, elle est saisie une fois que le dossier d'évaluation environnementale, avec son étude d'impact, donc, est déclaré complet, c'est-à-dire lorsqu'il comprend l'ensemble des informations nécessaires pour juger des incidences environnementales. L'autorité environnementale, c'est qui ? Ça peut être soit l'ADREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, pour la majeure partie des projets, ou alors sa version nationale, le CGEDD, qui est le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Lui, pour les projets plus importants ou qui impactent une infrastructure de l'État, comme les autoroutes. Et donc, quel est leur délai d'instruction ? Alors, une fois saisie, l'autorité environnementale, elle accuse réception du dossier et elle dispose alors de 2 mois pour le cas des projets qui sont autorisés localement ou alors de 3 mois. Ça, c'est plutôt pour le cas des projets qui sont autorisés au niveau national. Et tout ça pour faire connaître son avis au pétitionnaire. Il faut savoir que l'avis qui est émis par l'autorité environnementale, il porte sur la qualité de l'étude d'impact et sur la prise en compte de l'environnement par le projet. Comme on l'avait déjà dit dans le premier épisode, il s'agit d'un avis simple mais obligatoire et qui a vocation à être rendu public. Et dans la mesure où ces services vont instruire le dossier, il est possible de les rencontrer en cours d'élaboration pour ne pas se tromper, quoi. Oui, Laurent, c'est même vraiment recommandé, même si parfois c'est compliqué, il faut l'avouer. Les textes prévoient notamment la possibilité d'un cadrage préalable qui détermine les principales thématiques sensibles du projet. Pour information, le cadrage préalable d'une étude d'impact vise à définir l'aire ou les aires d'étude. Il vise également à identifier les principaux enjeux environnementaux et sélectionner les composantes de l'environnement étudié. Il fournit les éléments pour le cahier des charges de l'étude d'impact. Il permet de choisir le prestataire. Et enfin, il donne des éléments pour le suivi de l'étude. On a rapidement, un peu plus tôt, abordé la question d'impact cumulé avec les autres projets et surtout la notion de périmètre. Quel peut être le bon périmètre, Vanessa ? C'est une très bonne question. C'est d'ailleurs un des points clés de la réforme du 3 août 2016. En fait, la notion de projet a remplacé la notion de programme de travaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il importe de déterminer le plus en amont possible le projet pour pouvoir définir le bon périmètre. Et le projet, il est important de savoir quel projet on prend en compte dans le périmètre, parce qu'il peut y avoir plusieurs projets dans un même périmètre. En fait, le projet, il est lié avec tous les éléments qui le composent. Et du coup, son périmètre est beaucoup plus large que le périmètre seul du programme travaux. Aïe, alors du coup, comment on fait pour connaître, pour avoir le bon périmètre ? Pour avoir le bon périmètre, il faut s'interroger sur l'objectif du projet et de façon large sur les opérations ou les travaux qui sont nécessaires à la réalisation du projet.
Par exemple, dans le cas d'un stade, par exemple, qui nécessite un défrichement et la réalisation des voies d'accès pour le desservir, le stade, mais aussi le défrichement et la voie d'accès sont indispensables pour constituer un seul et même projet. Et l'étude d'impact, elle devra regarder au regard de leurs effets de l'environnement, évidemment. L'étude d'impact, elle doit en effet porter sur le programme du coût de son ensemble, parce que le fractionnement ou le saucissonnage du projet ne peut être un moyen pour s'abstraindre de cette obligation. Donc on peut dire que le périmètre fait vraiment partie des éléments à cadrer le plus tôt possible avec l'autorité environnementale. C'est très important que ça soit vu, la notion de projet sur le projet qu'on suit, il est important de le débattre avec l'autorité environnementale le plus en amont possible.